L'équipe d'organisation, Kwesi. Alors ce panel portera sur une thématique très intéressante. Et donc la régie, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre la photo du panel. Merci. J'aurai besoin de la présence de M. Trésor Tchouvou. To Mr. Trésor Tchouvou, please, is here in the room. The CEO of Tchouvou International Holdings. Et j'aurai besoin également de la présence de M. Saher Diabo Diop, directeur production et équipement au Sanelec du Sénégal. Est-ce que M. Diop est ici présent? Alors nous avons une thématique très intéressante à développer qui s'intitule « Comment augmenter le taux d'électrification du continent tout en intégrant les énergies renouvelables ». Et ça sera un panel de très haute voltige parce que les panélistes qui y sont de très grande envergure. S'il vous plaît, vos applaudissements vont à M. Jelel Chapchoub, le keynote speaker qui est chargé en chef des investissements et spécialiste en efficacité énergétique au département énergie renouvelable et efficacité énergétique à la BAD. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce panel également M. Fathi El-Hanchi, le directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons également la chance d'avoir avec nous Dr Yousri Al-Sharqawi, qui est le chairman of the Egyptian African Businessmen Association and HOC Economic Group. Il est là également avec nous. Bienvenue parmi nous, Dr Sharqawi. Vos applaudissements, merci. Et puis, de l'expertise de très haute voltige avec la présence de M. Jemil Korked, qui est président du conseil d'administration d'Enernet Pro. Il est là avec nous. Bienvenue parmi nous. Vos applaudissements également. J'attends la présence de M. Trésor Tchouvou, CEO of Tchouvou International Holdings, et la présence de M. Saher Diabo Diop, directeur production équipement à Sanelec. L'équipe d'organisation, s'il vous plaît, si vous pouvez faire appel à ces deux messieurs pour compléter le panel. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole pour une brève présentation de la thématique à M. Jelel Chapchoub, qui est chargé en chef des investissements et spécialiste en efficacité énergétique au département énergie renouvelable et efficacité énergétique à la Banque africaine de développement. M. Chapchoub, à vous la parole.
Excellent, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci, Sianis, pour cette invitation et l'opportunité d'ouvrir ce panel d'une importance capitale et qui aborde bien sûr une question essentielle, l'électrification du continent et l'intégration des énergies renouvelables. Comme vous le savez, l'accès à l'électricité est un levier clé du développement. Développement économique, bien sûr, et social. Pourtant, en Afrique, une grande partie de la population reste privée de cette ressource vitale. Malgré, bien sûr, un progrès assez notable, qu'on peut qualifier comme ça, le taux de l'électrification étant passé de 39% en 2015 à 52% en 2024. Mais malgré ces efforts, à peu près 571 millions de personnes sont toujours privées d'énergie. Alors, pour répondre un petit peu à cette question, comment répondre à ce défi d'électrification? La réponse à cette question est bien sûr d'avoir une mobilisation collective qui est assez importante, qui devrait être là, et une approche coordonnée autour des 3 piliers les plus importants que je qualifie centraux. Il faut avoir des réformes, bien sûr ambitieuses, pour structurer des marchés transparents et solides. Il faut avoir aussi également des financements afin de garantir la mise en œuvre des projets. Et la troisième, bien sûr, avoir des solutions technologiques innovantes pour intégrer les énergies renouvelables et assurer leur viabilité et fiabilité aussi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'aimerais bien aussi partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'une initiative historique a été lancée dernièrement. C'est la mission 300. Donc, cette initiative a été présentée au sommet de Dar es Salaam, dernièrement en Tanzanie. C'était le 27 et le 28 janvier. Cette initiative marque vraiment un changement de paradigme, ce qui veut dire de passer à des efforts nationaux isolés à une stratégie continentale coordonnée et bien sûr soutenue par des engagements financiers solides et une volonté politique, bien sûr affirmée. Donc, ça marque vraiment un tournant décisif dans l'approche de continent. Et on espère toujours que ça va être vraiment un début d'un changement assez important dans le continent. Donc, alors, la mission 300 est une initiative conjointe du groupe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, appuyée bien sûr par d'autres partenaires. Son objectif est étendre l'accès à l'électricité, accélérer aussi l'accès à l'électricité et avec l'objectif d'avoir 300 millions de personnes connectées d'ici 2030. Donc c'est déjà un objectif assez important. Dans ce cadre-là, la Banque mondiale s'engage à accorder autour de 250 millions. Et bien sûr, le reste, 50 millions, c'est la Banque africaine de développement qui va apporter son soutien pour ceci. Environ la moitié des connexions se fera via le réseau électrique. Et l'autre moitié, bien sûr, sur l'expansion des systèmes d'énergie renouvelable décentralisés, notamment les mini-réseaux et l'énergie solaire autonome. Donc, juste pour mentionner que lors du sommet de Tanzanie, il y avait presque 30 chefs d'État et de gouvernement africains qui ont exprimé leur engagement à entreprendre des réformes, parce que les réformes sont assez importantes pour créer ce marché-là. Et bien sûr, à avoir des actions concrètes pour la mise en œuvre et avoir l'accès à l'électricité dans un système ou pour un système qui soit fiable, abordable et surtout durable. Afin bien sûr de soutenir la croissance économique. Sans électricité, on ne peut pas avoir une croissance économique,
on ne peut pas améliorer la qualité de vie et surtout, on ne peut pas stimuler la création d'emplois à travers le continent. Alors, pour revenir sur la mise en œuvre des réformes, qui est assez importante, elle touche principalement la gestion des services publics et la transparence des marchés, qui est aussi un pilier assez important, tout aussi en appelant la participation du secteur privé, qu'on considère toujours c'est l'un des piliers centraux pour la mise en œuvre de ces projets-là. Et bien sûr, qui inclut aussi les partenaires de développement qui vont apporter leur soutien pour des ressources financières. Donc, le lancement de cette initiative, Mission Toroissan, marque vraiment une étape cruciale dans la lutte contre le déficit énergétique en Afrique. Pour dire aussi un point important peut-être à noter, c'est que la mission Toroissan bénéficie d'un soutien financier massif avec plus de 50 milliards de dollars mobilisés. Donc c'est assez important pour l'expansion de l'accès de l'énergie en Afrique. Parmi ces engagements, 48 milliards de dollars proviennent de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, représentant un soutien assez important en ouvrant la voie, bien sûr, à un financement complémentaire issu d'autres partenaires. Donc, rapidement, pour apporter un petit peu de cadrage sur cette mission Toroissan et les pactes énergétiques nationaux, il y a un premier groupe de 12 pays qui ont déjà présenté leurs pactes énergétiques nationaux détaillés, ça définissant un peu les objectifs pour étendre l'électricité ou l'accès à l'électricité, augmenter l'utilisation des énergies renouvelables et aussi attirer davantage l'investissement du secteur privé. Un deuxième groupe de 20 pays ont déjà reçu une invitation à rejoindre ces programmes et aussi sont en train de présenter leur pacte pour l'énergie. Donc ces pactes-là fixent vraiment un peu les échéanciers. Ces pactes-là, c'est sous forme de plan d'action qui est aussi validé au plus haut niveau et orienté vers, comme on l'a dit, des énergies abordables, efficaces et surtout avec une option intégration régionale qui devrait être là, qui est aussi assez importante. Donc, juste pour vous dire qu'à travers cette mission Toroissan, chaque acteur joue un rôle essentiel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il peut avoir une mobilisation collective et une approche coordonnée. Donc c'est pour ça qu'on a les gouvernements qui préparent le terrain pour des réformes globales. On a aussi les banques de développement et les partenaires stratégiques, bien sûr, qui assurent un financement souhaitable, toujours concessionnel, comme on dit, mais aussi avec des assistances techniques et de soutien nécessaires pour le développement et la mise en œuvre de ces programmes et de ces pactes. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, le secteur privé, que nous considérons comme une locomotive vitale et un partenaire incontournable de développement. Donc, cette dynamique de support pour le secteur privé, une plateforme d'investissement pour les énergies renouvelables décentralisées, baptisée Zafiri. Ça a été lancé par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Les partenaires clés sont la BAD, la Fondation Rockefeller et IFC, qui vont investir jusqu'à 300 millions de dollars dans une première phase pour mobiliser jusqu'à 1 milliard de dollars. Donc ça, c'est déjà, ce fonds-là, il est presque initié. Et bien sûr, la banque envisage de mobiliser une contribution, que ce soit des fonds propres, que ce soit aussi des tranches juniors. Donc pour supporter un peu le développement. Et bien sûr, comme on avait dit qu'il faut avoir le support, on a aussi également le Fonds de l'énergie durable de l'Afrique, qu'on appelle CEFA, qui pourrait aussi également devenir un allié privilégié, surtout pour le secteur privé, pour le développement et la mise en œuvre de ce programme-là. Voilà, nous sommes convaincus que cette nouvelle initiative, Mission Toroissan, ouvrira de nouvelles perspectives pour une Afrique éclairée et surtout un développement énergétique durable et confortable. Et je me réjouis de
voir ce thème au cœur des discussions FIDA. Alors je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci Sijalel pour cette note de cadrage. J'y reviendrai à propos de CEFA. C'est très important, je pense. On va essayer de mettre en exergue un peu ce qui se fait au niveau du Fonds pour l'énergie durable en Afrique. Mais je voudrais me tourner vers Sifat El-Hanchi, le directeur général de l'ANME, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie. Sifat, le taux d'électrification du continent est celui qui va connaître le rythme d'accroissement le plus important. Si mes informations sont justes. Donc, quel est selon vous le modèle de développement des systèmes électriques? Je parle de la production, je parle du transport, distribution. Ce modèle donc, de développement des systèmes électriques les plus appropriés en tenant compte de la nécessité de diversifier le mix électrique, parce que là, nous sommes dans une approche qui est business, nous sommes dans une approche donc d'investissement, et l'investissement mérite une optimisation des ressources pour une efficacité très importante. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce modèle-là? Shukran Sianis, merci beaucoup. Merci pour les organisateurs de m'avoir invité à cet événement très important. Je crois que le continent africain, je confirme bien sûr que c'est le continent qui va connaître le taux d'accroissement de l'accès à l'électricité le plus important, puisque actuellement on est à 52%, donc pour arriver à 99%, donc il faut vraiment du travail. Le plus important dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un retour d'expérience très important en termes de mix électrique des différents pays, que ce soit africains ou autres. Donc, on peut apprendre des retours d'expérience de ces pays pour concevoir et bâtir un système électrique performant, avec, bien sûr, un mix électrique approprié. Également, nous avons une idée sur les orientations mondiales en termes de l'électrification des usages. Aujourd'hui, il n'y a pas que le taux de l'électrification qui est l'indicateur le plus important pour le continent. C'est l'électrification des usages qui est l'un des indicateurs de la transition énergétique dans le monde. D'ailleurs, si vous pouvez, peut-être si vous avez rencontré un peu quelques documents de l'ERENA ou de l'AIE ou même de certains pays comme la Chine, les États-Unis ou même l'Union européenne, c'est l'un des indicateurs les plus importants. Pour avoir un meilleur taux d'intégration d'énergie renouvelable, il faut augmenter le taux de l'usage de l'électricité ou la part de l'électricité dans le mix énergétique. Et donc c'est très important aujourd'hui à bien concevoir nos systèmes électriques dans le continent africain en tenant compte de tous ces avancées. Troisième point important, c'est que aujourd'hui, l'Afrique dispose de tous les atouts pour avoir une complémentarité des technologies. Nous avons l'éolien, nous avons le solaire, nous avons la biomasse, l'hydraulique qui est largement maîtrisée dans les différents pays africains, et donc on peut vraiment avoir des systèmes électriques très performants qui répondent aux enjeux surtout climatiques à l'échelle mondiale, et je parle bien de la décarbonation qui est un facteur de compétitivité très important. Donc, peut-être la principale recommandation dans ce sens, c'est d'essayer de trouver le moyen pour assurer la complémentarité entre les pays afin d'avoir ce résultat-là. Complémentarité entre les pays, c'est-à-dire il faut bien apprendre des expériences des autres. Personnellement, et je parle aujourd'hui avec à mon côté, bien sûr, c'est Jamil Korked qui a bien mené la STEG internationale à un certain moment.
c'est bien d'avoir ce type d'expertise sur la table afin de bien avoir cette complémentarité entre les pays pour arriver à ce résultat-là. Et la preuve, les résultats de la STEG internationale dans ce sens. Voilà. Même si Fathi, toutes choses étant égales par ailleurs, hein, donc il y a des spécificités qui sont particulières pour chaque pays. Et si Jamil pourrait tout à l'heure donc nous en dire davantage, mais je voudrais solliciter Dr Yusri Sharqawi, qui est Chairman of the Egyptian African Businessmen Association and Chairman of the HOC Economic Group. La mise en bienvenue parmi nous, Dr Yusri, pour commencer. Il y a une vision qui a été faite en Afrique, donc ce qu'on appelle la vision 2063. C'est une vision très ambitieuse qui concerne également donc la part des énergies renouvelables, la compétitivité, la décarbonation, toutes ces considérations-là. Mais ceci ne pourrait avoir lieu qu'avec une infrastructure mise en place, une infrastructure très très importante. Et pour cela également, donc cette vision 2063 met l'accent sur cette infrastructure, aussi bien en ce qui concerne les énergies renouvelables qu'en ce qui concerne donc les énergies fossiles. Mais puisque nous sommes en train de parler des énergies renouvelables, il serait très intéressant de faire le focus sur cette question de l'infrastructure qui concerne donc la mise en place de cette stratégie-là. بداية دعني أتحدث العربية. ربما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جمهورية تونس على استضافة هذا الحدث القوي، ويعني هنتحدث من وجهة المستثمرين أو القطاع الخاص أو الاستثمار. ودعني أتحدث سيد أنيس أنه لا استثمارات ولا تحرك الاستثمار البيني بين دول القارة دونما وجود طاقة. فالطاقة هي المحرك الأساسي والرئيسي لكل عمليات التنمية الشاملة أو التنمية المستدامة. وكما ذكر الإخوة الأفاضل المتحدثين إنه القارة بالأرقام، إحنا لدينا الآن 1,350,000,000 نسمة على أرض القارة. هذه القارة 642 مليون نسمة يعيشون تحت الظلام ولا يجدون الكهرباء النظيفة لإعداد الطعام. الأمر صعب للغاية، وهناك في الحقيقة فقر طاقة. أسباب هذا الفقر إيه؟ قبل ما ندخل في الاستثمارات، عندنا مشكلة إنه محطات توليد الطاقة الكهربائية القديمة متهالكة. التوسع في البحث العلمي للطاقة المتجددة والبديلة يكاد يكون من 20-30 سنة معدوم، وبالتالي مش هتقدر تبني مستقبل. في تقادم لمحطات الطاقة الموجودة بالطبع، والإدارة في المرافق والصيانة في محطات الطاقة الكهربائية مش بالقدر الأمثل من الناحية العلمية. وطبعاً بطبيعة الحال طبيعة الاستثمارات في البنية التحتية، القطاع الخاص بيكون من الصعوبة إنه يدفع باستثماراته فيها نتيجة إنها استثمارات طويلة الأجل، مش استثمارات سهل جدا أن يحصل فيها على عائد على الاستثمار بشكل أمثل. في العادة تكون حكومية أيضا. طبعا، وبالتالي إحنا لدينا تحديات. يمكن القارة فيها 10 دول فقط من إجمالي 54 بيأتوا في مقدمة إنتاج الطاقة. ال10 دول دول من 54 يعني تقريبا ما وصلناش 15 إلى 20% من دول القارة. طبعا موريشيوس ومصر والمغرب وتونس والجزائر والجابون وغانا وجنوب أفريقيا وبوتسوانا وكينيا. الأمر الآخر إنه 10 شركات كهرباء بس، وهي شركات قابضة مملوكة الحكومات، بتنتج حوالي 152 ميجا وات طاقة كهربائية فقط من إنتاج الطاقة الكهربائية. هناك توجه وهناك دعم وهناك لغة بالأرقام، لكن الحديث عن التنفيذ دائما هو المشكلة، الحديث عن التطبيق هو المشكلة. دعني أعود بك إلى الذاكرة إنه
المعلومة مش مكتملة في القارة الأفريقية، والدراسات مش جاهزة. ربما مشروع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية الام 300 مشروع من المشروعات القوية جدا، وتم فعلا بالإعلان عن 90 مليار دولار تمويل واعتماد 30 مليار دولار، لكن في تجارب لازم تنتقل. ودعوني أتحدث اليوم، أنا رجل رئيس لجمعية على مستوى القارة، لكني هنقل التجربة المصرية في البنية التحتية. مصر أجرت في 10 سنوات أكبر تجربة وجراحة للبنية التحتية ربما في تاريخ القارة. إحنا كان عندنا عجز في الطاقة الكهربائية في مصر قبل عام 2014 28 ميجا وات. مصر الآن بتنتج 63 ميجا وات. كان عندنا ربما الطاقة الكهربائية فقط، لكن الحمد لله مصر النهاردة فيها محطة بنبان للطاقة الشمسية 2000 ميجا وات، وفيها طاقة الرياح، وفي عام 27 سيتم تدشين الطاقة النووية السلمية بالتعامل مع الجانب الروسي في شمال اسكندرية. في تصوري أنه أيضا هناك بعض المشروعات اللي دخلت القارة، يعني مشروع سد جونيوس نيريري في تنزانيا، وهو مشروع قوي جدا. أعتقد شركة المقاولين العرب، وهي ضيف معنا اليوم، واحد أعضاء الجمعية، وشركة السويدي، دول من قطاع الاستثمار والقطاع الخاص، وساهموا في إنتاج أكثر من 2121 ميجا وات، هي القدرة أو الطاقة النظيفة اللي هتخرج من سد جونيوس نيريري. في تصوري إنه إحنا عندنا تصور ووجهة نظر إنه في من هنا ل 2030 نقدر نوصل لعدد 925 مليون مواطن إفريقي عندهم طاقة كهربائية. الحديث على المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الحرة والمواني والمطارات والطرق التنموية العمرانية الشاملة لن يتأتى إلا بتوافر طاقة وطاقة نظيفة. الأمر الآخر قبل أن أختم كلامي، إنه لو نظرنا إلى الحلول، وأنا أتحدث هنا والتوقيت حرج للغاية، ربما القرارات الجمركية الأخيرة للرئيس ترامب بين ثناياها حلول، ربما هناك في بعض الأزمات إيجابيات. سوف تعاد خريطة العالم الاقتصادية والكرة الآن في أفريقيا، الأمن الكهربائي والأمن المائي والأمن الغذائي، حتى علاج التغيرات المناخية للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة لن يكون إلا في القارة الأفريقية. فهنا من هذا المنطلق ومن هذا المؤتمر ومثل هذه المؤتمرات وحلقات النقاش ترفع منها التوصيات إلى الحكومات الأفريقية. هل سنحجز مكانا جيدا في خريطة العالم الاقتصادية القادمة؟ هل ستكون للطاقة في القارة الأفريقية كلمة السر في البناء المستدام للتنمية؟ هل ستستطيع أفريقيا والقارة الأفريقية والجيل الجديد أصحاب الأعمار من 25 إلى 40 عام يتحدثون الآن 4 و5 لغات ويجدون التعامل مع ديناميكية الاقتصاد العالمي، هل سيستطيعوا أن يحجزوا مكانة جديدة للقارة الأفريقية في خريطة العالم الاقتصادي الجديد؟ انقلب السحر على الساحر، واختلف ترامب مع حلفائه في الاتحاد الأوروبي حتى وأن فرض عليهم جمارك. فهل ستستطيع تونس ومصر ودول أفريقيا أن يحجزوا مكانا لمنتجاتهم داخل الاتحاد الأوروبي؟ المباراة الآن تشرف على الانتهاء. 2030 سيخرج عالم جديد. 2031 هل سنكون أصحاب الكلمة فيه أم ستظل العبارة في العالم ما بين فعل وفاعل ونقبع في المفعول به؟ أعتقد وأتصور أننا أمام تحدي، وأعتقد أن القارة الأفريقية الآن بالضغوط التي تحدث في بعض الأحيان إيجابيات، إننا ممكن أن نكون قادرون. فبأفريقيا نستطيع بالعقلية العربية والعقلية الأفريقية في القرن الأفريقي، وأيضا بالقدرات وتبادل الخبرات الفنية في دول القارة. لدينا 10 شركات قابضة في الطاقة الكهربائية يستطيعوا أن ينقلوا كل خبراتهم لدول القارة الأفريقية حتى نستطيع أن نحقق جزءا جديد في معادلة التنمية المستدامة. شكرا دكتور يسري شرقاوي. هو موضوع سنعود إليه مع الأستاذ جلال شبشوب، خاصة في من الناحية المالية أيضا، لأنه من الموضوع ليس فقط استراتيجي بل هو أيضا تمويلي بالأساس.
Et à présent, je voudrais interpeller Sijamil Kolked, qui est le président du conseil d'administration d'EnerNetPro. EnerNetPro, c'est un réseau d'experts de renommée internationale qui se sont constitués et qui apportent leur expertise donc, dans le domaine de l'énergie en général, l'énergie renouvelable en particulier. Alors, peut-être on a frôlé l'information donc, de la question que je vais vous poser. L'état des lieux aujourd'hui, donc l'accès à l'électricité en Afrique, je ne sais pas si Jamil, vous avez des chiffres donc, comparatifs, je suppose. Donc, quel état des lieux avec comparatif par rapport donc, au reste du monde de cette électrification de l'Afrique, de l'accès à l'électricité en Afrique? Merci beaucoup, Anis. Merci pour TABC pour avoir nous invités pour participer et partager notre expérience dans ce domaine d'énergie, les énergies renouvelables. Ce que je peux ajouter à ce qui a été dit par docteur et par Sijalel, c'est que les 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, ils représentent pratiquement 85% ou plus des citoyens du monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, on peut dire que le problème d'accès à l'électricité a été résolu un peu partout, sauf en Afrique. Et si on regarde encore dans les détails, ces 600 millions qui n'ont pas accès à l'électricité, plus que 3/4 de ces 600 millions se trouvent dans le milieu ruraux. Les milieux ruraux, là où il y a la production agricole. Donc, lorsqu'on dit qu'ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à la vie moderne. Ils n'ont pas accès à un outil important pour le développement et pour la modernisation, soit de leur niveau de vie, soit leurs moyens et les outils de travail et de production. Donc, sans parler des problèmes rencontrés, lorsqu'on dit il n'y a pas d'accès à l'électricité, c'est automatiquement il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Il n'y a pas aussi d'accès à des services ou bien des centres ou bien des infrastructures de soins de niveau ou bien de niveau acceptable, au moins selon les normes de l'OMS. Donc le retard d'accès à l'électricité, c'est un grand problème. Même si on a, excusez-moi de vous interrompre, mais juste pour apporter un peu d'eau dans votre moulin, même si on a accès, c'est très cher. Même si nous avons accès, c'est très cher. Oui. Et donc là, c'est une question de compétitivité aussi. Oui. Donc la question ici, disons, pourquoi l'Afrique n'a pas encore, disons, gagné ce défi ou bien réalisé cet objectif, n'a pas atteint cet objectif. C'est très simple. Ce n'est pas la volonté politique qui manque. Parce que là, partout, on entend les gens et les politiciens, ils parlent automatiquement, surtout dans les campagnes électorales, l'accès universel, l'accès universel, l'accès universel. Mais l'accès universel, pour le concrétiser, il faut mettre en place des stratégies. Il faut mettre en place des programmes concrets. Et ça, c'est ce qui manque. Et ça, c'est ce qui manque. Comme il vient de dire, monsieur le docteur Sharqawi, les énergies renouvelables peuvent être une solution. Surtout en Afrique, elles regorgent des énergies renouvelables. Et pratiquement tout ce qui est hydroélectrique a été développé depuis plus qu'un demi-siècle. Et pratiquement partout, on trouve ces infrastructures, mais qui sont pratiquement, généralement, sont devenues obsolètes. Ça demande beaucoup d'investissements pour les réhabiliter. Il vient maintenant les énergies renouvelables solaires et éoliennes. Qu'on le trouve aussi une chance, peut-être c'est une opportunité pour accélérer l'accès à l'électricité, mais ça demande des préalables. Parce que le montant ou bien les investissements demandés sont énormes. Et la participation du secteur privé dans l'électrification du continent, elle est nécessaire, elle est inévitable. Et pour permettre aux investisseurs, et surtout les privés, de se lancer et faire le pas vers l'électrification du continent, et non seulement l'électrification du continent, l'industrialisation du continent. Parce que ça ne sert à rien d'électrifier uniquement électrifier. Parce que si on regarde
comme la Tunisie, le programme d'électrification a été le locomotive pour développer toute une industrie dans le domaine de l'électrification. Tout est fabriqué localement. Et c'est ça ce qui m'amène à disons, étaler les conditions. Ce qui manque pour que l'investisseur privé se lance dans ce processus d'électrification et investir dans un domaine là où il y a beaucoup de risques, c'est les cadres réglementaires. Ce qui manque en Afrique généralement, c'est les cadres réglementaires, c'est la transparence, c'est la digitalisation, c'est la bureaucratie. Ici, je vais donner un petit exemple. Lorsqu'on regarde l'expérience de la Tunisie dans le domaine, disons, de la production décentralisée, c'est le Prosol. Le Prosol, c'est un, disons, modèle très significatif. Actuellement, tout client, toute personne qui a une référence avec la STEG, il a un compteur, il peut demain installer sur le toit de sa maison des panneaux photovoltaïques et faire utiliser ce qu'il peut utiliser. Le reste, il est restitué à la STEG et la STEG ne facture que le net metering. Ça, c'est juste un coup de téléphone pour une entreprise agréée par la ANAME, c'est Fatha ou Bahdaya. Et après, il demande à cette entreprise qui lui fait le devis, elle lui prépare le contrat, et après, juste une signature sans se déplacer ni à l'ANAME, ni à la STEG, ni à la banque. Et là, avec lui, il peut prendre une prime qui est servie par l'ANAME, le crédit qui est servi à travers la STEG, et même l'entreprise, elle est payée directement par la STEG. Lui, il paye à travers la facture de la STEG, pratiquement au bout de 5 à 7 années, son crédit, il est remboursé et l'installation, elle peut continuer jusqu'à 25 années d'utilisation. Actuellement, les prix des énergies renouvelables sont très compétitifs par rapport aux kilowattheures à partir du thermique. C'est pourquoi c'est la chance pour se lancer. Et on ne peut que saluer l'initiative Mission 300 qui vise à électrifier, disons, d'ici 2030, 300 millions d'Africains. Ce n'est pas peu. Mais quand même, il reste un gap à accomplir. Il y aura d'autres certainement. Mais si Jamil, oui. Je voudrais peut-être interagir avec vous. Vous avez évoqué la question Prosol. Prosol, c'est un programme très intéressant, effectivement. Mais ce n'est pas ça qui va essayer de renforcer le mix énergétique. Je prends le cas de la Tunisie. Aujourd'hui, le mix énergétique, pour le cas de la Tunisie, c'est essentiellement le régime des concessions, le régime des autorisations. Donc là, l'autoproduction, c'est à peine, donc c'est des 1 méga, en dessous de 1 méga, on a besoin d'une capacité très importante. Et pour cela, je voudrais peut-être parler de la bancabilité de ces investissements. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, si on prend un investissement en concession de 100 mégas uniquement, je ne suis pas allé jusqu'à 500 ou 700, là, un pôle bancaire tunisien ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. C'est pour cela que nous avons mis en place le régime des concessions qui lui-même connaît les tiraillements que vous connaissez. Justement. Je ne voudrais pas revenir sur cette polémique-là. Je la traiterai dans une de mes émissions, comme je l'ai traité auparavant, mais ça pose réellement un problème. Je prends le cas de la Tunisie, mais je ne vais pas parler de la Tunisie pour duplicater ce problème au niveau des pays, sur la bancabilité de ces investissements. Donc on a beau crier les énergies renouvelables, mais c'est avant tout celui qui va investir dans l'énergie renouvelable, il va se dire, moi je voudrais avoir un retour sur investissement de la part de la société qui gère l'électricité, qui, elle, peut-être a aussi des problèmes de maintenance ou autres. Suivez mon regard. Ok, merci Céanis. Moi, je n'ai pas voulu soulever cette question des grands projets. Et j'ai parlé uniquement du cadre réglementaire pour, disons, faciliter l'investissement. Et j'ai pris l'exemple de Prosol pour montrer lorsque un cadre il est souple et très facile à appliquer, il permet
Parce qu'avec ces petites installations de 1 ou 2, 3 et 5 kilos, on a maintenant installé plus que 300 mégawatts. Plus que la STEG a fait. Beaucoup plus que la STEG a fait. La STEG, elle a fait l'éolien presque 300. Et on est loin des 4000 mégas. Mais au niveau de l'Afrique, ce qui a pratiquement retardé le développement à grande échelle des énergies renouvelables, c'est les cadres réglementaires qui sont absents ou bien faits sur mesure. 2, c'est la nature de l'énergie renouvelable en lui-même, c'est une énergie intermittente et qui demande des réseaux d'interconnexion et de transport d'énergie costauds, robustes et flexibles pour permettre l'accès et pour permettre l'intégration des puissances, disons, des capacités intermittentes. Et ici, ça vient le rôle et la nécessité de digitalisation, parce que lorsqu'on a un réseau digitalisé, un réseau flexible, automatisé, on peut intégrer tout type des énergies renouvelables. Et c'est ça le problème. Oui. Je reviendrai juste sur les techniques, parce qu'on va aborder la question des techniques, très intéressante par ailleurs, comme la question du financement. Mais avant d'aller au niveau technique, avec la digitalisation, avec d'autres peut-être techniques qui pourraient avantager le recours aux énergies renouvelables, tout à l'heure, Fathi El Hanchi a dit quelque chose de très très intéressant. Cette coopération internationale, et je voudrais peut-être vous donner la parole tout à l'heure, mais je voudrais solliciter Jelal Chapchoub, parce qu'il gère des dossiers donc, à la BAD. Et si Jelal, pour relever le défi de l'électrification tout en garantissant une transition énergétique durable et résiliente, ceci nécessite, comme l'a dit Fathi El Hanchi tout à l'heure, donc une coopération active entre gouvernement, secteur public, secteur privé, comme l'a dit c'est Sharqawi, donc ça c'est très important, et le citoyen, comme l'a dit aussi donc c'est Jamil, et puis les institutions financières comme la BAD. Alors quels sont les leviers que vous mettez en place, que vous préconisez pour créer cette dynamique-là, cette symbiose-là, et essayer donc de se retrouver tous dans un moule commun qui va vers donc, cette production d'énergie renouvelable et d'électrification finalement. Merci infiniment. Bon, en fait, si on regarde un peu les leviers, il faut regarder un peu c'est quoi les barrières. Ça a été très bien mentionné par Dr Sharqawi, aussi Jamil et aussi Fathi. Donc il faut apporter des solutions réellement qui répondent aux besoins et aux problématiques. Mais bien sûr, il y a certains piliers centraux pour assurer une réactivité qui est assez importante pour la mise en œuvre, c'est une certaine fluidité pour la mise en œuvre, le développement de ces projets, mais également une approche technologique optimale pour assurer la durabilité. Donc ça, c'est d'une façon générale. On dit toujours que le financement, c'est le problème. Mais malheureusement, je dis de mon côté, comme institution financière, le problème, ça réside aussi dans les projets eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de projets bancables, viables, qui apportent des solutions que les investisseurs vont se garrocher pour aller chercher ces projets-là. Donc, ça reste que le problème majeur, ça reste le niveau de préparation de ces projets-là ou de ces programmes. On a toujours des idées. On va de l'avant avec des idées, mais lorsqu'un financier il a besoin d'un projet bancable, donc où on peut avoir toutes les réponses aux questions, incluant le risque et ainsi de suite. Mais ça reste toujours je dis toujours aussi que le premier levier, même dans la pensée générale, que ça reste le financement. Donc c'est bien sûr la mobilisation des financements, c'est assez important, bien sûr, et les partenaires, parce que ce n'est pas uniquement le financement, mais aussi les partenaires. Et ceci est possible à travers la mise en place d'un environnement adéquat, parce qu'on a parlé aussi qu'on a besoin aussi que l'environnement doit être au niveau de l'évolution et des changements nécessaires qu'on doit apporter chaque partie prenante pour avoir un développement. Vous parlez du cadre réglementaire.
Bien sûr, parmi, D'accord. c'est le Ok, cadre oui. réglementaire, pas uniquement, mais je vais vous citer un petit peu c'est quoi les autres piliers. Mais pour encourager que ce soit les investisseurs privés et publics, et aussi pour avoir des infrastructures énergétiques durables. Mais aussi par la mise en place également des mécanismes de financement adéquats, qui répond aussi, je dis toujours, aux besoins actuels du marché. Et ça, c'est assez important. Donc, il faut avoir peut-être des subventions ciblées, des partenariats publics-privés et des modèles économiques basés sur des mécanismes de financement adaptés. Bien sûr, peut-être aussi avec des paiements progressifs accessibles aux populations qui ont à faible revenu. Le second pilier, à part la mobilisation des financements, c'est le développement des infrastructures adaptées qui pourraient se traduire par des investissements dans des réseaux électriques intelligents et flexibles. Et ça aussi, c'est assez important. Aussi, en combinant bien sûr le déploiement des systèmes au réseau. On a mini-réseaux solaires et éoliens locaux pour atteindre les zones surtout rurales où l'accès de l'électricité est limité. Parce qu'on doit apporter une approche qui est juste aussi, pas uniquement favoriser ceux qui ont accès au réseau, mais également... Inclusive, donc. Vous parlez d'inclusion. Exactement, et ça, c'est assez important. Le troisième levier aussi qu'on pense assez important aussi pour les investisseurs que les développeurs, c'est l'évolution des politiques de la réglementation. Et ça aussi que vous avez dit, c'est primordial. En premier lieu, sur le plan local, donc il est nécessaire d'établir des cadres réglementaires incitatifs pour favoriser l'investissement dans les énergies renouvelables et les mini-réseaux. Mais aussi, en deuxième lieu, c'est sur le plan régional, qu'on oublie souvent, parce que ça, c'est aussi un point primordial, car il est nécessaire d'harmoniser les politiques énergétiques entre les pays africains pour promouvoir les échanges d'électricité transfrontaliers pour une meilleure intégration régionale. Le quatrième levier, c'est bien sûr la promotion des technologies renouvelables adaptées aux pays ou aux régions. Donc, ça consiste à miser sur des ressources d'énergie renouvelables et alternatives, bien sûr abandonnées, avec les systèmes hybrides, solaires, éoliens, biomasse. Hydrique aussi. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est assez important de prendre ça en considération. Et également, en ligne avec le second levier que j'ai indiqué, c'est de stimuler l'innovation en matière de stockage d'énergie, que vous avez aussi indiqué, pour pallier le problème d'intermittence des renouvelables. Et finalement, alors le dernier levier qui n'est pas de moindre importance, c'est le renforcement des capacités et de la formation. Ça a été indiqué aussi qu'on a besoin de former des ingénieurs, des techniciens spécialisés pour construire et notamment entretenir les infrastructures énergétiques et pour assurer certainement leur pérennité. Donc, un renforcement de capacité est primordial durant les différentes phases, pas uniquement de mise en œuvre, mais de mise en œuvre, de développement, mise en œuvre, et surtout pendant l'opération et la maintenance, parce que ça aussi, c'est assez important. Sans oublier, bien sûr, la composante environnementale qui consiste à sensibiliser les communautés à l'importance des énergies propres et aux bénéficiaires de leur adoption, parce qu'on rentre aussi dans un dilemme environnemental assez important, et l'utilisation des énergies renouvelables aussi apporte des solutions à notre problématique. Donc, juste voilà. pour résumer un petit peu, je reviens toujours sur la mission 300 dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça adresse directement ou indirectement ces leviers-là et apporte aussi des options pour contourner ces barrières financières et techniques et établir un environnement assez propice. Donc, ça répond à cette problématique et apporte des solutions. Alors, pour compléter, peut-être pour conclure aussi, donc juste pour dire que la mission d'intervention, c'est pas une solution
c'est pas un projet technique. C'est au contraire, c'est une initiative pour une évolution sociale et économique qu'on a besoin pour changer, comme a dit le Dr Cherkaoui, notre façon de voir et surtout pour évoluer avec l'Afrique dans le bon sens qu'on aimerait bien avoir. Merci Sijalel, merci beaucoup pour cette précision. Alors du volet stratégique que nous venons donc d'évoquer avec nos chers panélistes, je voudrais attaquer, si vous permettez, le volet technique, parce que ça aussi c'est important, je pense que c'est très très important. Là on va aller un peu plus sur le terrain et je sollicite à ce titre Sifat El-Hanchi. Sur ce volet technique que vous connaissez très bien, de nombreuses technologies énergétiques sont en cours de diffusion, hein. Donc je parle de mobilité électrique, hydrogène vert, stockage par gravité. Comment intégrer ces technologies dans la planification électrique des pays et profiter des possibilités d'optimisation qu'elles présentent? Ça aussi, c'est un enjeu de taille. Tout à fait. Je crois que malheureusement, on n'est pas en train de tenir compte du changement du modèle de planification. On est en train de continuer avec la même façon de planification, d'exécution des projets comme les années 70. Aujourd'hui, on parle de même technologie avec un complément, l'usage des énergies renouvelables. Alors qu'aujourd'hui, pour le continent africain, je crois qu'il y a vraiment la possibilité de bien choisir les technologies selon ce qui est disponible comme technologie, selon ce qui est disponible comme retour d'expérience technologique intéressant. Je crois que pratiquement tous les pays, toutes les études que j'ai pu examiner, voilà, examiner une partie de ces études, c'est qu'aujourd'hui, on est conseillé par une expertise qui ne vit pas la même situation. Et aujourd'hui, on est conseillé par une expertise qui a un arrière-plan un peu avec un point d'interrogation. Je dois le dire. Est-ce que vous pouvez aller plus en détail ou peut-être clarifier davantage? C'est-à-dire les pays africains en général ne sont pas bien conseillés en termes de choix des technologies et de l'intégration des changements des modèles de consommation. Pour bien concevoir le modèle de production, il faut bien analyser le modèle de consommation. Aujourd'hui, on parle bien d'un concept de la mobilité électrique, mais dans quelques mois, disons, ce n'est pas des années, à mon avis, c'est le même concept que la téléphonie mobile, mais avec une période d'exécution peut-être plus réduite. Donc on va assister à un modèle de consommation totalement différent du passé. Également, pour tout ce qui est industriel, l'hydrogène vert, avec bien sûr le potentiel de production de ce type, de ce vecteur énergétique, ça va aider beaucoup à bien maîtriser la consommation et bien sûr maîtriser la production. Également aussi le stockage, que ce soit par gravité ou le stockage chimique, il y a des avancées vraiment extraordinaires et on est en train d'assister à des nouveaux concepts qui vont se transformer rapidement à des choses réelles. Et donc, on n'est pas en train de concevoir notre système de production selon les nouveaux modèles de consommation et ceci vraiment nous mène à conseiller les pays qui ont un potentiel de développement du taux d'électrification à bien réfléchir l'usage et la complémentarité des technologies. Ça, c'est un point vraiment crucial. En plus, ce que nous avons pu observer dernièrement, c'est l'évolution des investissements dans les nouvelles technologies qui ont dépassé les 3 ou les 4 dernières années, ils ont dépassé les technologies conventionnelles. Donc aujourd'hui, on doit bien sûr s'adapter à l'offre de financement et s'adapter à ce qui est disponible à l'échelle internationale.
Tout à fait, tout à fait. Je vous salue pour votre sincérité également et très important ce que vous êtes en train de dire. Alors, si Jamil, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que dit Fathi. Oui, tout à fait. Et puis peut-être dans la foulée, je vous pose ma question également. La deuxième question, quelle stratégie finalement, quelle stratégie innovante et adaptée au contexte africain pourrait permettre d'accélérer significativement le progrès vers l'accès universel à l'électricité? Les technologies qu'on nous impose, ce ne sont peut-être pas celles les plus optimales pour le contexte. Qu'est-ce qu'il faut changer et lesquelles sont les mieux adaptées pour le contexte africain, sachant que chaque pays a sa réalité aussi? Justement, les stratégies doivent tenir compte des spécificités de chaque pays et même de chaque région. Parce que dans l'Afrique subsaharienne, il y a des groupements de pays, soit de l'Afrique de l'Ouest ou bien l'Afrique de l'Est, comme on a en principe l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, le réseau il est interconnecté à 100%, sans problème, il y a des échanges. Les spécificités, ce que je peux dire, qu'il y a des points faibles, c'est sûr. Les points faibles, c'est le problème d'interconnexion, c'est le problème des réseaux de transport. On ne peut pas profiter et employer au maximum les énergies renouvelables sans avoir un réseau de transport robuste et intelligent. Même chose au niveau des réseaux de distribution, parce que les productions décentralisées vont injecter leur production au niveau des réseaux de distribution. Sans avoir un réseau de distribution automatisé, intelligent, ça ne peut pas se passer. Parce que la sensibilité, la gestion, le contrôle-commande des systèmes électriques, il est très, très compliqué et surtout très sensible. Et pratiquement, dans le monde, il n'y a pas un réseau, un système infaillible. Et la semaine dernière, on a vécu le blackout en Espagne et Portugal. Un blackout en Europe, en principe, si on regarde comme ça, théoriquement, elle est faisable, elle est possible. Mais lorsqu'on parle, surtout avec, disons, excusez-moi de vous, ils ont été sauvés par l'interconnexion avec le Maroc. Voilà, ils ont pu tirer à partir du Maroc 900 mégawatts et à partir de la France 2 gigas. Donc, voilà l'intérêt d'interconnexion. Je disais, si on parle comme ça, on dit l'Europe impossible d'avoir un blackout. Mais il est là, parce qu'ils ont perdu pratiquement beaucoup de production de renouvelables en même temps. Jusqu'à maintenant, personne ne sait pourquoi et ce qui a, disons, déclenché ce blackout pratiquement historique. Donc, pour l'Afrique, ce n'est pas les ressources primaires qui manquent. Les ressources sont là. Les fonds et les initiatives sont là. Il suffit de mettre en place parce que personne ne peut penser pour les Africains à la place des Africains. Personne ne peut faire ça. Chaque pays a ses cadres, a ses compétences et même dans le cadre d'échanges sud-sud, ils peuvent, disons, monter et concevoir des stratégies et des programmes réalistes parce qu'il ne sert à rien de dire qu'on va... Vous savez qu'il y a des pays, là où le taux d'accès au niveau rural, dans les milieux ruraux, il est à peine 2%. Lorsqu'on vient dans une, par exemple, campagne électorale, il va dire dans 5 ans, on va arriver à l'accès universel. C'est impossible. Il faut fixer des objectifs réalistes, concrétisables, qu'on peut le réaliser. Tout est possible. La Tunisie, elle a mis 30 ans pour avoir l'électrification. Moi, j'ai vécu ça. En 1976, le taux de l'électrification il était de 6% dans les milieux ruraux de la Tunisie. En 2009, on est à 99%. Oui, mais cela dit, si Jamil, juste pour décompresser un peu, les promesses électorales n'engagent que ceux qui les croient. C'est bien ça, non? Oui. Voilà. Alors, Dr Guesri Chakraoui, je ne sais pas si vous voulez peut-être répondre sur cette question technique. Sinon, je voudrais vous poser une question en parfaite harmonie avec votre position en tant que Chairman of the Egyptian African Businessmen Association and Chairman also to HOC Economic Group. Est-ce que vous voulez rebondir sur cette question de technologie d'abord?
شكرا سيد أنيس. بداية يعني دعني ألخص لك قضية الطاقة في القارة الأفريقية بعيدا عن التنظير ومن الجانب التطبيقي. ربما عملية إعادة هيكلة الشركات القبضة الأساسية في مرحلة ما بين الإنتاج والتكلفة والعائد وعملية الربط ما بين أن يتحول أو تتحول هذه الإدارة إفريقيا إلى إدارة استثمارية بحتة بعيدا عن العمل البيروقراطي الحكومي، ربما سيكون جزءا ولو قليل من الحل في العملية الإدارية لكل منشآت إنتاج الطاقة. ده واحد. خذ بالك، أحكي. خذ بالك الخصخصة خط أحمر في تونس. يعني لا أتحدث عن الخصخصة وإنما أتحدث عن أنظمة إدارة. يعني الحديث عن الخصخصة مش مجالي، لكن أتحدث عن تغيير النظام الإداري بشكل يربط ما بين التكلفة والعائد ويحقق أيضا الدعم للمواطن بشكل أو بآخر تحديدا في مشروعات الطاقة. الأمر الآخر والمهم جدا الحديث عن التمويل التقليدي التراديشنال فاينانس لن يكون مجدي على الإطلاق، بل النداء إلى كل البنوك والمصارف ومؤسسات الائتمان متعددة الأطراف الدولية إن كانت صادقة في دعواها وفي مبادراتها فلتبحث عن مشروعات تمويل خاصة للقارة الأفريقية طويلة الأجل حتى لا تكبل الحكومات بكثير من الديون وتعود إلى الدائرة المفرغة ما بين تحديات. دعني أتحدث وسأكمل لك الحديث. لا أتفاعل معك. أستاذ جلال كان بيقول وأنه في بعض الأحيان تأتينا دراسات جدوى ليست مجدية ولا يمكن أن نقرض لأنه في خطر كبير على عدم الإيفاء بالالتزامات المالية. أنا هتحدث تفصيلا عن هذا الشأن. هناك نوعين من الدراسات. في دراسات جدوى بتقدمها الحكومات في دول بتاخد قروض علشان مشروعات البنى التحتية وهذه شأن. أما وأن هناك التمويل الحديث، بمعنى أتصور أنه آن الأوان لأصحاب المبادرة الشهيرة M300 أن يدرسوا تمويل للمشروعات SMEs الصغيرة في مجال الطاقة ومجال الطاقة الشمسية وللأفراد. يعني ربما ستنقلنا نقلة نوعية إذا أردنا أن نحدث نقلة، لكن الحديث للتمويل اللي ادي الحكومات تريح دماغك دي قصة هتاخدنا الوقت طويل ومش هتحقق الغرض المطلوب. الآن علينا أن نبحث إلى أساليب جديدة مبتكرة. أنت تتحدث الآن يا سيد أنيس عن المايكرو فاينانس، عن الفاين تك، عن ناس بتمول قروض بالموبايل. الآن ربما نحتاج إلى أن نطلب من خلال هذه التوصيات لتكون الجلسة إيجابية أن نرفع إلى الجهات متعددة الأطراف عليكم البحث عن تمويل غير تقليدي حتى تشركوا الشارع الأفريقي في إنتاج الطاقة. ده أمر مهم. لن يجدي أن أكبل الحكومات بالديون وريح راسي وعلقها في رقبة عالم واطلع سالم. هذه قضية ليست في ضمان الدولة. لا هو ضمانك. لا ضمانة، لكن لا هو ضمانك. مع الضمانات ربما هناك أمور كتير جدا في الضمانات. الآن في أساليب كتير جدا في الضمانات. في الآن الضمان بالإنتاج والتوزيع حتى الاسميز على الفنيين في القطاع المالي البحث عن أمور مستجدة للتمويل داخل القارة الأفريقية. الأمر الآخر هو الاستثمار في الطاقة. ودعني هنا أتحدث عن نقطتين من باب الاقتصاد والاستثمار الدولي. إنه المستثمر في قطاع الطاقة له وعليه. عليه إيه وله إيه؟ الشركات المقاولات الكونستراكشن وفي جزء منها طبعا بيشتغل في الطاقة. للأسف الشديد جدا عالمنا الإفريقي كله وحتى الشركات المتقدمة كان بيهتم جدا بالجانب التقني. ليش ما تدخلش شركة كبيرة تلاقي في قسم تمويل وتلاقي الشركة كلها 5000 مهندس وده انجينير الكتريك وده انجينير سيفل مدني. لكن الشركات الحديثة حتى المجتمع الأوروبي عنده أقسام متخصصة تستطيع التعامل مع دراسات الجدوى والتعامل مع جهات التمويل. وهنا في حلقة مفرغة، لأنه اللي بيقدم ورق للبنوك زي ما قال السيد جلال بالورق ما بيبقاش منضبط، وبالتالي بننصح القطاع الخاص الأفريقي أن يؤسس أقسام تمويل داخل شركات المقاولات حتى نستطيع نقل ترس العمل
إلى عنصر السرعة. طبعا الجانب التقني احنا حتى الآن ما عندناش المعاهد البحثية والتكنولوجية في دول القارة الأفريقية التي تستطيع أن تدخل في عملية تطوير محركات أو توربينات أو نووي سلمي أو الآخره. وده يمكن حتى الآن ربما أكون يعني صادق الحديث معك إن خلايا الشمسية والألواح الزجاجية الشمسية وكلها تستورد من جميع دول العالم. نحن الآن ما زلنا في مراحل التجميع في القارة الأفريقية، وهنا دعني أجري توصية هنا أخرى على الحكومات أن تبحث على التكنولوجي ترانسفير أجريمنت، وهي اتفاقيات نقل التكنولوجيا للقارة الأفريقية، لأنه بدون نقل التكنولوجيا هتشتريها مجمعة، هتشتريها متقطعة، أنت بالأخير تدفع فيها أموال. لكن لابد أن تتوجه الحكومات ومعها أيضا رؤوس الأموال في القطاع الخاص عندما يجري شراكة أن تبنى على نقل التكنولوجيا وهذه الاتفاقيات. دعني أتحدث معك على موضوع ربما يكون هو أكثر أهمية. الحديث منصب على عدم وجود طاقة في القارة وأكثر من 52% و40، لكن لم ننتقل إلى درجة الأفق، وهي الطاقة من أجل الصناعة، الطاقة من أجل السياحة، الطاقة من أجل التعمير الشامل. هذه طاقة مختلفة تماما عن احتياجاتنا في الطاقة الآن. إذا أنتجت القارة الآن 160 ميجا وات أو 170 ميجا وات، فإذا تحدثنا عشان نكفيها كاملة 100% 300 ميجا وات، لكن لو صناعة وزراعة وخدمات وسياحة أنت تحتاج إلى 1 تيرا بايت طاقة كهربائية. إذن من الآن استقراء المستقبل في الطاقة من الآن، وأن تعمل فيه كل الخطوط بالتوازي، معاهد البحث في أفريقيا، الشركات القابضة، القطاع الخاص، المؤسسات، منظمات الأعمال والمجتمع المدني، الإعلام الإفريقي من أجل وفرة التصريب والتعدي على إنتاج الطاقة. هناك يعني نسب مرعبة في هدر الطاقة الكهربائية في القارة التي تبحث عن طاقة، يعني تبحث عن طاقة ولديها نسب مرعبة في هدر الطاقة الكهربائية. أنا في تصوري يا سيد أنيس أنه الدخول أيضا إلى عصر الطاقة الجديدة والطاقة البديلة الغير تقليدية هو الآن الوقت السامح والراهن في القارة الأفريقية التي ربما لا تغيب عنها الشمس في أكثر من 13 ساعة في اليوم في معظم دول القارة الأفريقية. ربما هي فرصة سانحة لاستخدام الطاقة الشمسية بشكل جيد، طاقة الرياح في بعض الدول. احنا عندنا مواني لسه ما اشتغلتش في القارة الأفريقية. سيد أنيس، القارة 54 دولة، منها 38 دولة ساحلية والباقي دول مغلقة ليس لديها سواحل، وبالتالي إلى الآن لم تعمل المواني، لم تعمل المصانع، لم تعمل السياحة، لم تعمل التنمية العمرانية الشاملة وإجراء المساكن. إذا نحن في أمس الحاجة إلى أن ننقل الصورة. ومن الآن ربما المبادرة M300 هي مبادرة تبحث عن فقط الإضاءة والأكل والطهي، لكن لم ننتقل بعد إلى درجة. لابد أن نبدأ من الآن إذا أردنا أن نصل في 2030 أو 2050، فالبداية تكون من الآن. Shukran, merci beaucoup, Dr. Youssef Cherkaoui. Alors, les organisateurs me disent qu'il me reste 15 minutes, donc 15 دقيقة. Si vous voulez peut-être rebondir sur ce que vient de dire, très très brièvement, s'il vous plaît. Dr. Youssef Cherkaoui, il considère que finalement, vous devez adapter plus de solutions donc, afin de financer ces investissements, et notamment les investissements privés et non pas accablés, selon lui, donc les gouvernements qui peut-être cherchent des considérations d'appui budgétaire plus que des considérations pour essayer d'aller plus sur des projets d'énergie renouvelable. Très brièvement, si vous... Merci infiniment. Bon, en fait, je m'aligne parfaitement avec le Dr. Cherkaoui, ce qu'il a dit. Le financement traditionnel n'est plus la solution. Et c'est pour ça aussi qu'on a apporté à travers le M300 des mécanismes de financement qui sont adaptés. Et lorsqu'on dit sont adaptés, ça veut dire qu'ils répondent réellement aux besoins du pays et de la région. Donc, prenons en considération les défis technologiques, prenons en considération aussi les barrières locales. Et ça, c'est assez important. Donc, on est assez conscient qu'on devrait apporter des solutions qui répondent. Parce que si on apporte une solution pour un projet qui ne répond pas aux besoins,
ça certain, on ne va pas réussir le projet. Donc, on est déjà conscient, bien sûr, en considérant aussi tous les autres risques ou aspects environnementaux et sociaux assez importants aussi. Monsieur Chakaoui, il a dit que M300, ça répond pas vraiment à une vision au-delà de connecter, mais c'est déjà un premier pas. Quand on a 571 millions de personnes qui ne sont pas connectées, ça, c'est ces gens, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas participer à l'évolution de l'Afrique. Et l'évolution de l'Afrique, le capital, c'est les humains. Moi, j'ai compris que c'est une vision capitaliste. Non, pas vraiment, regarde, moi je dis, bien sûr, regarde, lorsqu'on De parle... M. Chakra, oui, je parle de M. Chakra, pas de la vôtre. Regarde, lorsqu'on parle... Vous êtes dans le développement, lui, il est dans le capitalisme. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut que les deux, ça se rejoigne quelque part. Et c'est pour ça qu'on a besoin, même si le financement devrait être là, bien sûr, on doit apporter la dimension nécessaire pour que ces personnes-là soient reproductives. Et c'est un premier pas de les connecter pour énergie, pour apporter un certain confort et pour qu'ils participent aussi à l'évolution de l'Afrique. C'est fait très brièvement, donc on a frôlé la question de la finance climatique. Finalement, c'est très important de parler de ça. L'Afrique mobilise le plus, je dirais, de financement en matière climatique, bien sûr. Comment peut-être exploiter cet atout pour mieux promouvoir les énergies renouvelables sur le continent? Très brièvement, s'il vous plaît. Merci, Sianis. Effectivement, l'Afrique est le continent qui a mobilisé le plus de fonds dans Excusez-moi, c'est Fathi. J'ai 1h30, j'ai commencé à 16h, il est 5h15 minutes. Vous avez un panel qui dure 1h30. Non. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me mettre... Mon métier, c'est être le gardien du temps. Je fais ça, je suis payé pour faire ça. S'il vous plaît, rendez-moi le wahda, le panel éveillé. Le panel, s'il vous plaît, la régie. Est-ce que vous pouvez voir, monsieur Majdoub? Il commence à 16h, il se termine à 17h30. Merci. C'est Fatih. Et donc, si on compare ce que le continent a pu mobiliser durant les 20 dernières années, on parle d'un montant global dans les différents pays dans le monde. On parle de 37 ou 38 milliards de dollars de mobilisation, presque 12 en Afrique dans les différents secteurs, que ce soit l'adaptation ou l'atténuation. Mais je ne veux pas vraiment terminer par des messages négatifs, mais malheureusement, on ne voit pas ça dans le continent africain. On ne voit pas que nous avons dépensé 12 milliards de dollars, mais réellement avec ces taux vraiment très bas d'électrification et un mix électrique vraiment qui enregistre un taux très bas, une contribution vraiment négligeable des énergies renouvelables hors hydraulique. Et donc, je crois aujourd'hui, il y a un grand potentiel et la proposition du docteur de créer dans chaque établissement un expert dans les finances, particulièrement dans les finances climatiques, est une proposition extraordinaire afin d'exploiter ce qui est disponible dans le monde. Aujourd'hui, il y a un grand potentiel de mobilisation des finances climatiques. Il y a des pays qui ont bien saisi ça, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, mais il y a aussi d'autres pays qui ne sont pas vraiment concernés, malheureusement, et on doit vraiment changer d'approche, surtout avec la situation financière des finances financières dans certains pays. Donc, ma proposition dans ce domaine-là, c'est d'essayer d'abord d'évaluer ce que nous avons pu mobiliser, mais également de s'intéresser à ce domaine, à ce type de financement qui présente des potentiels. C'est Jamil. Oui. Donc, merci Sianis. Moi, je suis plutôt optimiste. Moi, ce que je peux dire,
L'électrification de l'Afrique, ça va venir, c'est sûr et certain. Tant qu'il y a une volonté au niveau international, soit avec cette mission 300, soit d'autres missions, soit d'autres initiatives. Mais il faut tout faire. Ici, la recommandation va surtout à nos gouvernements et à nos décideurs politiques de créer les cadres réglementaires pour permettre au secteur privé de développer. D'une part, participer à ce projet d'électrification de l'Afrique à travers soit les mini-grids, soit tout ce que vous voulez, et surtout, profiter de ce programme qui représente un grand marché pour le développement industriel de l'Afrique. Parce qu'on ne peut créer la richesse qu'en créant les postes d'emploi. Et donc, comme ça, on peut donner l'espoir à nos jeunes qui sont en train de traverser, disons, le parcours de la mort. Ça, c'est d'une part. D'autre part, tous les moyens et l'Afrique dispose de toutes les potentialités, soit de l'énergie primaire ou secondaire, et surtout, elle dispose d'un capital humain jeune et bien formé dans plusieurs pays et qui peut donner le plus. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Sidi Jamil. Je termine avec vous, Dr. Yusri Chakraoui. شكرا سيد أنيس ليك ولكل السادة أصحاب الكلمة في المنصة الكريمة. لكن ختاما وسريعا ربما نحتاج إلى أن يكون هناك توازن من الآن في التخطيط الاستراتيجي داخل دول القارة، لأنه أن يكون هناك مشاريع طاقة لإنتاج الطاقة للصناعة والزراعة، وأيضا مشاريع إنتاج طاقة للمنازل والاستهلاك، حتى يتم عمل تعويض ما بين العائد هنا لهنا حتى تستقيم الأمور. لأنه لو كل الدول والحكومات أنتجت طاقة فقط للمنازل لن تستطيع أن تقدم الدعم الكافي، لأنه تكلفة إنتاج الكيلو وات كهرباء اليوم وفقا لأسعار الدولار وأسعار اليورو العالمية ربما يكون مرتفع تماما. فلا بد أن يكون هناك عائد استثماري في إنتاج الطاقة يعوض العائد على الطاقة الخدمية للأسر والشعوب والمنازل. استحداث التكنولوجيا العالمية داخل معهد وبحوث تكنولوجيا القارة الأفريقية، وهي توصية للتعليم العالي وللجامعات الحكومية سواء في تونس أو في مصر أو في كل أفريقيا. لابد أن يكون هناك تطور شديد في أقسام الكهرباء بما يتواكب أو الطاقة بما يتواكب مع العالم. ضرورة نقل القدرات الفنية والخبرات الفنية داخل دول القارة بشكل يسمح بأن تكون شركات إنتاج الطاقة وبناء محطات الطاقة هي شركات إفريقية 100%. الشيء الأهم برضو لابد أن يكون، ودي توصية لكل القطاع الخاص الإفريقي والحكومات الأفريقية، عندما تضع يدك مع يد أي ممول أو أي جهة مقدمة للطاقة لابد أن تنص الاتفاقية على اتفاقيات نقل التكنولوجيا حتى تستطيع أن تمتلك القارة بعد 10 سنين من اليوم بعض من التكنولوجيا أو جزء من التكنولوجيا اللي يقدر يحميها في عملية التحول القادم في العالم الاقتصادي اللي نبحث عنه. وأخيرا الإعلام، وأنت واحد من أرباب هذا الإعلام ودعني أحملك المسؤولية معنا، فأنت لست مديرا للجلسة فقط يعني، لكن الإعلام عليه أن يعمل ليل نهار على التوعية بأهمية الطاقة وعلى التوعية باستهلاك الطاقة وعلى ترشيد استهلاك الطاقة، وأيضا على أهمية دفع ما تستهلكه من طاقة، لأنه عمليات التصريب في عدم دفع بعض السكان إلى الطاقة الكهربائية قد تؤثر وتغلب على الحكومات صعوبة في عملية الاستمرار في إنتاج الطاقة. الأجيال القادمة، وربما قبل أن أختم كلامي دعوني أتحدث معكم ويكون الحديث أكثر وضوحا، أن جزء مما نعيشه الآن في العالم من هذه الحرب التجارية العالمية هي حرب طاقة، وجزء فيها هو حرب غاز. وأعتقد أن القارة الأفريقية مقبلة في بعض الدول، يعني ربما أذكر منها بعض، الجابون أو أنجولا أو ناميبيا، على اكتشافات غاز. موزمبيق اكتشافات غاز مهمة جدا قد تحرك أساطيل العالم أيضا لكي تدفع أفريقيا إلى 100 عام أخرى من الظلام. فعلينا أن نحذر من الآن حتى لا نعود إلى الوراء. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour nos chers panélistes
Je cite Dr Yusri Sharqawi, shukran jazilan ala kull hadi al-idahat. Saïd Jamil Kolked, merci infiniment de votre passage et de vos éclaircissements. Si Fathi El-Hanchi, directeur général de la NME, merci beaucoup pour votre contribution. Si Jalal Chabchoub également, donc le représentant de la BAD. Voilà, donc j'espère que la discussion a été de votre goût, a été aussi profonde que vous le souhaitez. Ce panel arrive à son terme 6 minutes avant la fin qui lui est consacrée. FITA continue demain également. On espère vous retrouver dans d'autres panels. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Merci.